Dans maintenant moins de 4 heures, Donald Trump va faire une annonce importante. Est-ce qu'il va parler géopolitique? Est-ce qu'il va parler économie? Est-ce qu'il va parler crypto? On va en débattre aujourd'hui. On va parler également de ces cryptos qui sont en train de mourir avec cette altcoin season qui tarde de plus en plus et des projets qui s'arrêtent totalement. Bref, vidéo super importante qui va nous permettre vraiment de dézoomer sur la situation, qui est vraiment dans une situation de zone grise. Reste jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Julien. Cette chaîne existe depuis maintenant presque 5 ans. On va fêter ses 5 ans d'anniversaire. Je suis également entrepreneur depuis plus de 20 ans et je suis également investisseur. J'ai également une méthode qui a changé également des vies, qui permet justement de choisir les meilleurs projets et également de mettre en place une stratégie qui te convient, une stratégie personnalisée que je mets en place avec mon équipe. Donc, tu as plus d'informations d'ailleurs sur mon site julienroman.com si tu veux avoir plus d'informations là-dessus. Mais aujourd'hui, on va commencer justement cette quotidienne et une fois qu'on a remis un petit peu de contexte par rapport à qui je suis, ma légitimité et également où est-ce qu'on en est et à quoi s'attendre au niveau du marché aujourd'hui, on va commencer cette quotidienne justement avec une nouvelle qui retient tout particulièrement l'attention des marchés. C'est justement cette annonce comme quoi Donald Trump à 15 h Eastern Time, donc ça veut dire midi chez moi, donc chez toi ça va être 21 h. Et forcément, tout le monde se pose un petit peu la même question. Est-ce qu'il va de nouveau parler de la Chine avec ses fameux tarifs douaniers? Il a parlé de 100% plus, 130% plus, 150%, 55% le 1er novembre, ou remettre justement les tarifs douaniers sur la table, encore une fois, et parce que si c'est le cas, hein, prépare-toi tout simplement à de la volatilité aux alentours de 21 h, heure française, qui pourrait d'ailleurs exploser dans les prochaines heures. À voir, parce que justement, les marchés sont déjà assez fébriles, tu le sais, ça fait à peu près 10-15 jours, et en un simple mot, ou en tout cas un simple mot qu'il dira durant cette conférence, eh ben, peut être mal interprété ou tout simplement suffire à relancer un épisode assez de panique ou au contraire un rebond éclair. D'ailleurs, je regardais un live hier de Donald Trump qui parlait d'une fameuse guerre, enfin plein de pages dans un dossier assez secret qu'il aurait peut-être partagé, ou en tout cas un journaliste disait pourquoi vous n'avez pas partagé ce dossier à Elon Musk. Un dossier comme quoi en fait les États-Unis se préparaient à faire une guerre. Alors est-ce qu'il parlait de guerre commerciale? Est-ce qu'il parlait de guerre humaine? Est-ce qu'il parlait de guerre technologique? À voir, mais en tout cas il a balayé ça d'un regard et j'ai regardé un petit peu le marché, savoir s'il tanguait. Il n'a pas encore bougé. Donc pour l'instant on est sur une guerre commerciale en espérant que ça reste là-dessus. Mais en tout cas, on sait que Donald Trump, chaque mot, en fait, c'est pas comme Jérôme Powell qui va vraiment réfléchir à l'incidence et le poids de chaque mot. Lui, Donald Trump, il va sortir des idées comme ça, il va menacer, il va faire peur et surtout, il va sortir des mots forts. Donc, attends-toi de la volatilité aux alentours de 21 heures. Mais attention, parce que même si tout cela est un petit peu négatif, tout n'est pas non plus super négatif non plus selon Greer, qui est le responsable justement du commerce sous l'administration Trump, parce que la fameuse rencontre entre Donald Trump d'un côté et le président chinois Xi Jinping est toujours prévue et toujours maintenue, mais avec aucune visibilité pour l'instant, en tout cas supplémentaire, concernant la date précise. On parlait du 31 octobre. Bref, on n'en sait pas, mais on reste justement dans cette zone assez grise avec des tensions qui existent, qui sont palpables, qui sont visibles sur le marché, mais la porte justement du dialogue n'est pas totalement fermée. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et justement, pendant que les marchés justement traditionnels oscillent entre la peur et l'espoir, on commence à observer un mouvement très intéressant sur le plan macro parce que c'est celle d'une rotation progressive de la liquidité entre l'or et le Bitcoin. C'est une narrative dont je te parle pas mal sur la quotidienne, mais qui est ultra importante parce que selon plusieurs analystes, on a le BTC contre l'USD, donc la fameuse paire BTC-USD, qui a déjà gagné plus de 8% face à l'or depuis sa dernière publication. Et historiquement, ce type de mouvement précède souvent une phase de distribution sur l'or, c'est-à-dire une phase de vente. Quand on dit distribution, c'est une phase de vente. Quand on parle d'expansion, c'est une phase d'achat, donc augmentation de la valeur. Et donc la smart money, donc tout ce qui est investissement institutionnel, commence à revendre justement leur or pour revenir sur des actifs un petit peu plus risqués, comme le Bitcoin par exemple. Et aujourd'hui, on voit même des files d'attente, je t'en ai parlé il y a une semaine, dans plusieurs pays pour acheter de l'or, que ce soit le Vietnam, la Chine, pas mal de pays. C'est souvent le signe justement d'un excès d'euphorie. C'est celle où en fait le grand public se rend compte que sa monnaie gouvernementale, la monnaie qu'il utilise tous les jours, est en train de se déprécier, en train de perdre de sa valeur, et ils arrivent alors que justement il y a pas mal d'investisseurs qui sont peut-être eux plus avisés, qui sont déjà en train de sortir, et ce
discrètement et dans le secret. Donc c'est là où tout simplement en fait réside toute la clé en fait de lecture du moment. C'est le marché aime faire l'inverse de la majorité. Quand il y en a beaucoup, et au niveau de Polymarket, on parlait de 52 ou je crois 57% des personnes qui disaient qu'on allait toucher les 100 000 dollars d'ici peu de temps. Pour l'instant, on est en train de avoir cette tendance, alors pas très claire, on est toujours dans cette zone grise comme je te disais, mais on a une sorte de base ici qui s'est formée aux alentours des 106 600 dollars et après pas mal de volatilité. Et là, on est en train de repartir en espérant que Donald Trump ne fasse pas tout capoter. En tout cas, cette tendance haussière qui est encore très très jeune, mais qui est en train de se former petit à petit. Donc, ça va être intéressant de voir comment cela évolue. Et pour revenir justement sur Joao Watson, qui est l'auteur du titre, ici le résume très bien. C'est-à-dire que le secret n'est pas d'opposer l'or et le Bitcoin, mais de savoir justement quand les accumuler au bon moment, chacun ayant son rôle justement dans la stratégie d'un investisseur qui pense long terme. C'est important d'avoir une stratégie d'investissement quand on investit dans un actif, que ce soit la bourse, l'immobilier, la crypto, qui soit une stratégie qui est claire. Encore hier, j'avais une personne qui est venue à la maison et qui me posait des questions sur le Bitcoin, qui voulait investir, mais qui n'avait pas de stratégie claire. Elle ne savait pas son budget, elle ne savait pas quelle était la vision, si c'était le moyen terme ou long terme. J'accompagne beaucoup de personnes comme ça, que ce soit des personnes du show business, des sportifs de haut niveau, mais des personnes aussi lambda qui veulent investir et c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas trop tard. Mais à mon avis, avant d'aller voir un expert dans un domaine, c'est mieux en fait d'appréhender soi-même en fait le domaine, de le maîtriser avant justement de demander des conseils un petit peu plus avisés. C'est bien de connaître l'actif avant de justement s'intéresser à investir dedans. Je pense que c'est la base. Ça ne sert à rien d'investir dans l'immobilier si c'est pour faire de l'argent. Ça ne sert à rien d'investir dans le Bitcoin si c'est pour faire de l'argent. Oui, c'est spéculatif, mais derrière, quelle est la valeur intrinsèque ou quel message en fait tu veux donner ou avoir ou quelle stratégie tu vas avoir avant d'investir dans un actif. Je pense que c'est essentiel. Moi, quand j'ai investi dans l'immobilier, c'était pour me créer des revenus passifs, mais surtout pour me créer un patrimoine, pour me dire je vais diversifier dans telle classe d'actifs. Donc j'ai une stratégie, j'ai un objectif. Si tu investis sur Bitcoin pour faire seulement de l'argent, c'est peut-être pas forcément la meilleure porte ni la meilleure voie justement pour y arriver. Intéresse-toi à la technologie, intéresse-toi ensuite à l'argent que ça peut comporter, mais au principe de rareté, au principe de halving, l'offre et la demande, enfin des basiques un peu économiques et en tant qu'investisseur, je pense que c'est la base. Bref, également, on retrouve un petit peu cette idée très clairement dans les données du marché parce qu'on a également Coin Bureau qui, après le crash justement du 10 octobre, dit qu'on assiste justement au retour du marché spot, c'est-à-dire que les investisseurs délaissent progressivement les produits à risque, donc les produits à effet de levier, pour revenir à l'accumulation réelle de Bitcoin. Donc c'est là le marché spot où en fait on achète réellement l'actif. Et c'est un schéma en fait qu'on a vu à chaque phase de reprise. D'abord parce que en fait, on a la panique qui provoque des liquidations massives qu'on a connues il y a à peu près 10-15 jours. Et ensuite, on a une phase d'accumulation assez silencieuse. C'est loin du bruit provoqué justement par ceux qui paniquent. Mais c'est souvent à ce moment-là, quand plus personne justement ne veut vraiment acheter les vraies bases d'un vrai rebond, que cela se remet en place lentement mais sûrement. Je l'ai vu encore hier, je vais t'en parler. La vidéo que j'ai sortie hier, elle était classée 10 sur 10. Moi, je ne suis pas là pour aller chercher des vues. Alors forcément, en fait, ça fait toujours plaisir en tout cas de voir que la vidéo est vue 15 000, 20 000, 25 000. On est en moyenne à 30 000 vues par jour. Quand on tombe à 20, 25, je me dis en fait, il y a un désintérêt. Et c'est peut-être là, en fait, il faut justement renforcer son DCA, renforcer ses positions, voire de travailler son portefeuille. Je pense que c'est dans le désintérêt qu'il y a de l'intérêt. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est exactement ce que je pense. Et à chaque fois, quand il y a un désintérêt, c'est là où j'investis encore plus. Donc, ces métriques un petit peu sociales que je vois sur ma chaîne, ça me donne aussi un indicateur de savoir où est-ce qu'on en est du marché, quel est l'intérêt des investisseurs dans ce marché-là, et est-ce que c'est judicieux d'investir à ce moment-là. Donc, mais tout n'est pas également tout beau, tout rose ici, comme je t'en parlais en introduction, parce que la réalité, c'est qu'il y a une sélection naturelle, que ce soit au niveau des investisseurs, mais également que ce soit au niveau des projets.
Et ça, c'est en train de s'accélérer parce que le dernier exemple en date, alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'était il y a 2-3 jours. Là, on parle du 23 octobre, mais j'avais vu l'information il y a 2-3 jours. Il y a la Cadena Foundation qui vient d'annoncer justement qu'elle fermait définitivement ses portes, incapable ici de continuer un petit peu ses opérations dans les conditions actuelles. Et d'ailleurs, le token KDA s'est effondré de plus de 55% et ça se comprend en l'espace de quelques heures parce qu'en gros, ils ont dit on ferme les portes, il n'y a plus rien à voir. Ok. Et ce genre de nouvelles-là, on va en voir de plus en plus malheureusement parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont souvent lancés dans des phases d'euphorie, qui n'ont ni les fonds ni l'attraction réelle justement pour survivre dans une période de marché plus exigeante comme en ce moment, qui n'est pas non plus ultra rouge. On a connu des phases beaucoup plus importantes, beaucoup plus violentes, même des phases beaucoup plus long terme comme le bear market, ce qui n'est pas le cas. On est toujours en bull run jusqu'à preuve du contraire. Et certains vont l'annoncer publiquement, d'autres vont simplement disparaître en silence petit à petit, en laissant justement le prix de leur token glisser jusqu'à zéro. C'est déjà le cas, je vois beaucoup de projets, j'en parle également sur les lives avec mes membres. Justement, on revoit les projets à potentiel. Pourquoi? Quels sont les narratifs qui ont le plus le vent dans le dos, et ces projets qui sont en train de discrètement en train de disparaître et en train de tomber à zéro. Et c'est peut-être un moment justement, ou c'est peut-être le moment en ce moment, justement de voir ces projets-là, de réévaluer son portefeuille et de voir, et effectivement même de céder certaines positions sur ces projets-là et de dire ok, je fais le deuil de ma perte et je vais réinvestir sur des projets qui ont plus de potentiel. C'est ce que je fais à peu près tous les 3 mois à peu près sur mon portefeuille et que je t'incite à faire, de voir effectivement quels sont les projets à potentiel et quels sont les projets qui sont déjà morts ou en tout cas en train de mourir. Bref, donc en tout cas, ça c'est un rappel assez important que dans chaque cycle, bah, il y a seuls les leaders en fait, de catégorie qui survivent. C'est souvent des projets avec un vrai usage, qui ont une adoption, une communauté et qui ont une vision vraiment claire dans le long terme. Parce que s'il n'y a plus d'argent en fait, dans le projet, bah, le projet il meurt. C'est ce qu'on appelle finalement la phase de nettoyage du marché. Elle fait mal, je le sais, à court terme, ça fait mal au portefeuille, mais elle prépare justement la phase d'un bull run qui est beaucoup plus sain, où le capital justement se concentre sur les projets solides. Et un conseil à te donner, arrête de suivre ces influenceurs, ces personnes qui vont t'inciter à investir sur un projet, et surtout même sur du long terme, en fait, continue à matraquer en termes de marketing parce que soit ils sont payés pour, soit parce qu'ils ont investi lourdement ou peut-être ils sont trop exposés à ce projet-là et ils vont continuer à en parler mois après mois alors que le projet en fait ne performe pas, voire il sous-performe. Donc surtout, essaie de t'enlever un petit peu le bruit et surtout d'aller chercher, faire tes recherches par toi-même. Le fameux do your own research, fais tes propres recherches. C'est super important, ne regarde pas ce que disent les gens. Si tu as un projet qui t'intéresse, creuse un peu plus et justement, en fait, tu enlèveras tout ce bruit ambiant et ces influenceurs qui sont payés ou qui ont un bag fortement exposé parce qu'ils ont une conviction. Mais voilà, si le projet n'a pas performé depuis 6 mois, un an, s'il stagne, voire qu'il descend, qu'il chute techniquement, il n'y a plus cette traction-là, bah, pose-toi la question. Ça, c'est super important. Avant de continuer, petit big up au sponsor du jour. NordVPN, je te rappelle qu'ils sont sponsors depuis à peu près 3 ans sur la chaîne, merci à eux. Et en ce moment, il y a une offre Black Friday avec une énorme remise avec 4 mois offerts si tu prends 2 mois d'abonnement. Alors c'est important, souvent ce que je dis, c'est de faire fructifier son capital, mais aussi de protéger ses assets, ses actifs, sa connexion, ses données personnelles. Et c'est hyper important d'avoir un VPN et je pense que c'est rentré un petit peu plus dans les mœurs. Si tu n'as pas de VPN, eh ben, en fait, ton ordinateur, j'ai pas envie de te faire peur, mais en fait, il est vulnérable. Tu peux avoir leaké ton adresse IP. Tu vois, moi, par exemple, là, j'ai mis NordVPN en place. J'ai aucune donnée au niveau de l'IP. Pourtant, là, je suis connecté en France. Tu peux te connecter en France, au Brésil. D'ailleurs, j'ai vu un tweet passer comme quoi, en fait, je ne sais plus c'était quel pays. Je crois que c'est peut-être le Brésil qui était le meilleur pays, en fait, pour acheter des billets, pour commander et réserver des hôtels également. Donc, tu as des pays comme ça, en fait, si tu testes avec un VPN, tu peux faire des économies de dizaines, centaines, voire des milliers d'euros par an en utilisant un VPN parce que dans certains pays, en fait, tu as des services qui sont moins chers. Je sais qu'aux États-Unis, Netflix, non, c'est pas Netflix, YouTube Premium que je prends est à 18 ou 19 dollars. En France, je crois qu'on est vers les 12. Donc, tu vois déjà le delta de 6 euros, tu multiplies ça par 12, ça te fait déjà 72 euros, je crois de mémoire, j'ai fait un calcul très rapide. Je vérifie parce que sinon je vais me faire tailler dans les commentaires. Mais en fait, ça te fait une économie quand même
de 72 euros par an. Si tu utilises un autre pays, je crois que tu as un pays même asiatique que tu utilises, tu prends YouTube Premium pour peut-être 2-3 euros et en fait, tu bazardes toutes les publicités sur YouTube. Bon, je suis en train de faire un petit peu de la contre-pub pour YouTube et en fait, même couper mes revenus YouTube liés aux ads, mais c'est pas grave. On est là également pour gagner et surtout pour économiser. Donc voilà, je voulais t'en parler. NordVPN, ça protège tes données. Et là, il y a une offre. Si on clique dessus, franchement, c'est pour un abonnement, je vais y arriver, de 2 ans. On a 2,99 $ par mois. Alors peut-être c'est un petit peu moins cher en France à voir, mais tu économises 75%. Et après, bah, tu as un VPN qui est rapide, protection de la navigation, tu as des bloqueurs de publicité, des gestionnaires de mots de passe. Et plus tu montes en protection, et en gamme, même si 64 en prime, c'est vraiment pas cher. Tu as une économie de 72% et tu as tous ces services-là avec du cloud qui sont inclus. Et tout ça, c'est via mon lien nordvpn.com/roman. Je te le mets en description. N'hésite pas à cliquer là-dessus qui te permet d'avoir justement 4 mois offerts en plus et c'est satisfait remboursé 30 jours et tu peux même payer en crypto et ça, c'est franchement banger. Voilà, merci pour cette section et pour sponsoriser cette section au niveau de NordVPN qui soutient la chaîne. Et merci à toutes les personnes qui vont utiliser mon lien en description. Ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne tout simplement. Continuons un petit peu du côté de Standard Chartered parce que du côté des grandes institutions financières, on a le discours qui reste tout de même assez ferme, mais tout de même également nuancé. C'est dans une note récente ici de Geoff Kendrick de Standard, j'étais en train de chercher son nom, de Standard Chartered. Ils estiment que le Bitcoin pourrait encore repasser sous les 100 000 $, mais ils ajoutent aussi que cela serait probablement la dernière fois. D'accord ? Et selon lui, encore une fois, cette éventuelle en fait, décharge serait brève. Elle serait simplement le dernier nettoyage avant la vraie reprise. Et d'ailleurs, la banque en fait, maintient son objectif d'une fin d'année à 200 000 $ pour BTC. D'ailleurs, on a plein, les Tom Lee, les Arthur Hayes, qui ont toujours des expectations, des objectifs, des convictions comme quoi on va atteindre les 200 000 $ de Bitcoin d'ici la fin d'année. Tu me diras si c'est possible en commentaire. En tout cas, quel est ton avis en commentaire? Ça m'intéresse. Donc, autrement dit, en fait, les fluctuations en fait, à court terme n'effacent pas un petit peu la tendance de fond. C'est-à-dire que le marché reste dans une phase en fait, de transition car les projets fragiles sont en train de disparaître. On l'a vu avec Cadena. On a la liquidité qui est cruciale et qui circule. D'ici 6 jours, on sera fixé au niveau de la Fed. Et on a encore des classes d'actifs, on a encore des investisseurs qui sont un petit peu plus patients, qui continuent justement d'accumuler pendant cette phase de peur. Et d'ailleurs, il y a certains indicateurs qui confirment aussi ce petit climat de tension qu'on a actuellement, mais c'est normal une fois qu'on a connu les liquidations qu'on a connues il y a à peu près 10 jours. Et ben, on a le Buy and Sell Pressure Delta qui mesure en fait l'équilibre entre la pression acheteuse et vendeuse et qui vient de passer justement dans cette zone rouge. C'est assez récent, tu vois, on a à peine dépassé ici. C'est signe tout simplement que les vendeurs dominent à nouveau le marché. Alors on n'est pas vraiment dans des zones rouges comme là, on peut avoir très bien un rebond technique, en tout cas c'est ce que je souhaite. Et historiquement, en fait, justement, ce genre de signal apparaît souvent au moment où le marché touche un plancher, juste avant une phase d'accumulation plus stable et plus saine. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter actuellement. Le contexte reste assez encore incertain, assez volatile et encore plus aujourd'hui avec possiblement l'annonce de Donald Trump à voir et plein de divergences. Donc c'est justement dans cette période-là qu'il faut justement rester pragmatique, il faut rester patient et surtout discipliné plutôt que d'essayer de timer l'impossible. Ça ne sert à rien de timer le marché. Et d'ailleurs, je t'en parlais en story ce matin sur Instagram. Tout simplement. Et petit détail également intéressant pour finir sur cette note positive dans tout ça, c'est que la fameuse baleine, la fameuse whale insider dont on parle en fait depuis plusieurs semaines, donc celle qui soupçonnait d'avoir anticipé les marchés et surtout les précédentes chutes, eh bien vient tout juste en fait de clôturer entièrement sa position short, donc sa position à la baisse, et qui a encaissé 6,4 millions de dollars de profit. Et historiquement, justement, quand ce genre d'acteurs ferme ses paris à la baisse, c'est souvent le signe que la pression vendeuse arrive à son terme. Donc bien sûr, ce n'est pas une garantie que le rebond démarre demain ou tout de suite, mais c'est le genre de signal ici intéressant qu'on aime justement voir avant une reprise de confiance progressive sur le marché.
En parlant justement de structure de marché, il y a les niveaux de liquidation sur Bitcoin qui sont aujourd'hui extrêmement déséquilibrés. Parce que d'après les dernières données, il y a près de 20 milliards de dollars de positions short qui seraient liquidées si le Bitcoin devenait simplement, en tout cas revenait simplement vers son ancien sommet historique, et on parle d'à peu près 125 000 dollars, contre à peine 5 milliards. Donc 20 milliards d'un côté, 5 milliards de l'autre, au niveau des positions longues, donc aux alentours des 100 000 dollars. Et donc le marché désormais chargé à la baisse, et la moindre impulsion justement haussière pourrait provoquer un effet domino sur les vendeurs à effet de levier. Et pour continuer justement dans mon optimisme et dans mes convictions sur le long terme, je te rappelle que moi, ma conviction sur la fin d'année, c'est qu'on va atteindre des niveaux plus hauts. Pour continuer dans l'optimisme et justement dans mes convictions sur le Bitcoin à long terme, il y a un autre indicateur qui est très intéressant, c'est la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq, qui s'est brisée, rappelle-toi, au milieu de l'année 2025. Et aujourd'hui, le Bitcoin se négocie à 31% en dessous de sa juste valeur. Et si l'on compare en fait son prix à celui du Nasdaq, et selon d'ailleurs les modèles d'évaluation historique entre les deux actifs, cette corrélation revenait en fait finalement à la normale. Donc le prix théorique du BTC serait aux alentours des 156 000 dollars. Et justement, ce genre d'écart de valorisation n'a pas été observé depuis en fait 2023. Une période qui, rappelle-toi, en fait, avait précipité justement un rallye majeur. Et pour faire simple, en fait, le marché sous-estime actuellement Bitcoin, et si l'histoire se répétait, cette décorrélation qu'on a entre les deux pourrait être bien le point de départ du prochain grand rattrapage. On a également Robert Kiyosaki, parce que pendant que justement les marchés hésitent encore, il y a certains investisseurs long terme qui, eux, n'hésitent pas une seule seconde. On a Robert Kiyosaki, tu sais, l'auteur de Rich Dad, Poor Dad, ou Père riche, Père pauvre en français, qui vient une nouvelle fois de réaffirmer pourquoi il continue d'acheter du Bitcoin. Alors perso, ce livre, moi je le trouve qu'il est surcoté, il ne m'a pas apporté grand-chose, je l'ai lu. Et perso, je te recommande plus un livre comme L'autoroute de millionnaire de MJ DeMarco, que j'ai lu personnellement et qui a changé ma vision des choses. D'ailleurs, je suis en train, en parlant de livres, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas créer un troisième livre. J'en ai déjà créé deux. Il y en a un, c'est Bitcoin tout simplement, disponible sur Amazon qui est derrière. Il y a également Super Airbnb qui parle de mon histoire, comment j'ai investi dans l'immobilier via Airbnb et je me suis créé un patrimoine en très peu de temps, qui est également sur Amazon. N'hésite pas à les commander si tu veux en savoir plus sur mon parcours et également monter en compétences. Et je suis en train de réfléchir à un troisième livre, je t'en parlerai peut-être. Mais bon, ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai en tête, mais je n'ai pas trouvé le temps de l'écrire. Pourquoi pas? Donc, pour revenir sur Robert Kiyosaki, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Bitcoin est rare. Il a dit qu'il y a seulement 21 millions d'unités qui sont et qui seront extraites. Et le monde, en fait, approche déjà, enfin en tout cas, Bitcoin approche déjà les 20 millions. On est déjà à 95% des Bitcoins qui sont minés. Et pour lui, en fait, la rareté absolue du Bitcoin, combinée justement à la dette américaine, et on parle de 37 000 milliards de dollars, rend l'achat de BTC, rend l'achat de l'or et de l'argent inévitable. D'ailleurs, l'argent a tapé son ATH au-delà des 50 dollars il y a quelques jours. Et il va même plus loin, parce qu'il dit aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum sont de l'argent réel. Et il finit par dire respectez votre intelligence et chérissez votre liberté de choix. Et donc ce genre de discours-là résume, à mon avis, et ça reste que mon avis, parfaitement le sentiment d'une partie des investisseurs actuels, parce que même s'il y a de la volatilité, en tout cas sur le court terme, et que ça peut effrayer, le fondamental de rareté et cette décorrélation monétaire reste intact. Donc oui, je te l'accorde, en ce moment, le marché en ce moment tremble, mais la conviction, elle, ne disparaît jamais chez ceux justement qui comprennent cet actif et surtout qui comprennent cette notion de long terme. Je vais finir là-dessus. Je te laisse également avec cette vidéo avec le nouveau produit de Ledger qui vient tout juste de sortir. Je t'en parle là, en quoi ça consiste, quels sont les changements de ce Nano Gen 5. Va la voir si tu veux sécuriser. À mon avis, c'est super important de sécuriser ces cryptos via un cold wallet comme le Nano Gen 5 qui vient de sortir. Je te laisse là-dessus et puis je te dis à bientôt. C'était Julien. Bye bye.